Revenons sur la question de l'emprunt, et notamment de l'emprunt linguistique, mais pas seulement. L'emprunt linguistique est quand même tout à fait emblématique. L'emprunt est plus ou moins intelligent. C'est un peu la parabole des talents dans les évangiles. Un homme donne des talents. Les talents ici, ce sont des pièces de monnaie, et il en donne à ses fils, et on va voir comment chacun de ses fils saura faire fructifier ou non cette somme. Eh bien, si on prend le cas de l'anglais par rapport au français, et du français par rapport au latin, on s'aperçoit que le français n'a quasiment pas de mots latins qui sont conservés tels quels. On prend des expressions comme ipso facto, sine die, etc. C'est vraiment un tout petit pourcentage. Tandis que, dans le cas de l'anglais par rapport au français, il y a des milliers de mots français qui sont exactement repris tels quels en anglais. Donc le rapport de l'anglais au français n'est pas du tout le même que le rapport du français au latin. Pour changer la langue dans laquelle nous discutons, appuyez sur Préférences ci-dessous. Appuyez ensuite. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui parle tout seul. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que cette espèce d'emprunt automatique, intégral, intact, où on est incapable véritablement de transformer l'emprunt et de lui donner une autre dimension, une autre démarche. Alors, c'est une question intéressante. Comment le français s'est-il différencié du latin? Et comment l'anglais ne s'est-il pas différencié du français? Je ne sais pas si ce sujet a été abordé, mais on sait par exemple que certaines langues latines, par exemple le U en français, le L en français, en latin devient un U en français, comme dans cheval, chevaux par exemple, Rimbaud, rimbaldien, etc. Enfin, voilà, il y a une dialectique entre le U et le L qui existe en français. En espagnol, des mots qui commencent par un P, eh bien on enlève le P, on garde le L qui vient, PL. Alors pleuvoir, etc. Pleurer, ça donne llover, llorar. Le P, il a disparu. Et en italien, par exemple, eh bien, la piazza au lieu de la place. Le L a disparu, etc. Alors, tout ça, ce sont simplement quelques exemples. Mais on ne retrouve pas le même processus dans le rapport de l'anglais au français. Les quelques différences qui peuvent exister sont simplement des incompréhensions des règles du français. Hein, des erreurs, par exemple, bon, le fait de ne pas marquer le pluriel des adjectifs, des choses comme ça. C'est tout à fait secondaire, en fin de compte. C'est grammatical. Mais globalement, l'anglais semble avoir voulu carrément s'approprier le français et non pas l'intégrer véritablement. Je crois que c'est ce qu'on peut dire, n'est-ce pas? Il a laissé le français se constituer comme un État dans l'État au lieu de l'intégrer. Alors, il faudrait poser des questions dans la conception de la politique coloniale de l'anglais, par exemple, qui a souvent consisté à ne pas chercher à intégrer absolument et à dire voilà, bon, ben, il y a d'un côté nous, de l'autre côté les autres, etc. Ben, il y a en tout cas une difficulté d'intégration au niveau de la langue qui pourrait s'exprimer aussi dans d'autres domaines où le mixage, le métissage ne se fait pas. En ce sens-là, l'anglais n'est pas une langue métissée, mais c'est une langue, c'est une diglossie, c'est une langue qui fonctionne sur deux plans.
De même que, par exemple, dans le cas de l'arabe, parler, l'utilisation du français, le français reste tel quel, un peu comme des cheveux sur la soupe. Et tantôt on est dans le français, tantôt on est dans l'arabe, mais on n'a pas un mélange des deux, on n'a pas une arabisation du français, alors qu'on a une francisation du latin, etc., etc.